Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Elle mesure entre 3 et 11 mm, elle possède 4 paires de pattes et elle adore se nourrir du sang des êtres vivants. Je veux parler des tiques, tristement célèbres pour transmettre une maladie aux conséquences parfois redoutables si elle n'est pas prise en charge suffisamment tôt. Cette maladie s'appelle la maladie de Lyme et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, vous avez tous entendu parler de cette fameuse maladie de Lyme, encore appelée borréliose, depuis ces dernières années. C'est vrai qu'elle suscite beaucoup d'angoisse. Certains médecins parlent même de psychose. Alors, cette peur est-elle justifiée? Assiste-t-on véritablement à une explosion de cette maladie? Eh bien, nous allons démêler le vrai du faux avec mes deux invités et surtout vous rappeler les gestes de prévention qui restent au final le meilleur traitement de cette maladie qui est très complexe à diagnostiquer. Sandrine Dufis, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole au sein de l'association France Lyme. Tout à fait. Et malade de Lyme chronique elle-même, malheureusement. Ouais. Bonjour, docteur Frédéric Bompard. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Paris et vous vous intéressez à la maladie de Lyme déjà depuis quelques années. Donc, merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes allés interroger des Français. Que connaissent-ils des tiques? Ont-ils peur de la maladie de Lyme? Et savent-ils comment s'en protéger? C'est un reportage de Marine Kijek. On attrape cette maladie par les piqûres de tiques, principalement en forêt ou dans les endroits où l'herbe n'est pas très bien coupée. Et donc le fait de se balader simplement permet d'en attraper, quoi. C'est une maladie qui est transmise par, par des acariens, par les tiques. Et donc c'est une maladie qui affecte le système nerveux et qui peut provoquer des gros dégâts au niveau nerveux. Mon cousin qui a eu une tique. Et en fait, il a déclenché quasiment une semaine après en faisant un choc à la maladie de Lyme et il s'est retrouvé paralysé en fait. À part mettre des pantalons, à part couvrir ses membres, j'ai jamais entendu qu'il y avait d'autres protections. Déjà éviter d'avoir les jambes nues et tous ces trucs-là dans les hautes herbes, d'éviter d'avoir des infiltrations à droite à gauche, de surveiller à chaque fois le soir en rentrant, un peu comme les animaux, quoi. Et savoir les retirer correctement avec une petite pince. Si jamais on se fait piquer par une tique, pour moi il faut l'enlever avec une pince à tique, surtout pas une pince à épiler. Bon, il y a déjà des messages qui sont passés concernant cette maladie. Alors, avant d'aborder en détail la maladie de Lyme, parlons d'abord de l'auteur du crime, cette fameuse tique. Elle peut héberger, entre autres, cette fameuse bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Cette charmante bestiole de la famille des acariens adore se repaître de notre sang et c'est au cours de ce repas qu'elle peut nous transmettre la bactérie, mais elle peut nous transmettre aussi beaucoup d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. Alors voilà à quoi ressemble une tique avec ses 4 paires de pattes, ça c'est assez inhabituel, et son rostre, c'est l'appareil buccal pour s'accrocher à la peau et quand elle n'est pas gorgée de sang, elle mesure c'est tout petit, entre 3 et 6 mm. Après 4 jours d'attachement, déjà elle peut mesurer 13 mm et multiplier son poids par 100 au cours d'un repas sanguin, donc vous voyez 4 jours d'attachement, on la voit bien. Mais déjà, comment savoir si c'est bien une tique qui est accrochée sur sa jambe ou sur son bras? Comment ne pas le confondre avec un petit grain de beauté ou une petite croûte, une petite blessure? Parce qu'on ne voit pas toujours les pattes. Non, ça c'est sûr. C'est soit ça démange ou ça pique déjà. Je pense qu'on peut déjà se regarder ça. Après, c'est vrai qu'elles sont tellement petites, ce qu'on appelle les nymphes, on les voit pas. Et elles se mettent toujours soit le nombril, les endroits chauds, derrière l'oreille, par exemple, dans la tête, ce qui était mon cas. Donc là, on ne peut pas forcément la déceler, ça c'est sûr. Tant qu'elle est toute petite, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord. Et les tiques sont-elles actives toute l'année ou il y a des périodes Je pense qu'on a la même réponse, c'est principalement le mois de mai. C'est pour ça qu'on fait un Lyme Protest au mois de mai. C'est-à-dire que le Lyme Protest, on essaye de nous sensibiliser la maladie de Lyme au mois de mai, parce que là, les herbes sont hautes, le soleil arrive, il y a énormément de tiques, et après, ça dépend des régions. Mais c'est de mars à octobre, mais je crois que maintenant, c'est même plus étalé que ça. Alors, heureusement, toutes les tiques ne sont pas porteuses de cette fameuse bactérie Borrelia. Ce qu'il faut savoir également, c'est que même infestée, une tique ne transmet pas forcément la maladie. Et même si la bactérie est transmise, la personne ne va pas forcément développer la maladie. On n'a pas de pourcentage
pourcentage là-dessus, de la probabilité d'être contaminé, de développer la maladie après une morsure de tique infestée? On ne sait pas très bien en fait, c'est très flou. Il y a des études qui disent 14% environ de porteurs de la maladie. Mais comme tout le monde ne va pas développer la maladie suite à une morsure de tique, peut-être quelques pourcents. Mais en fait, il n'y a pas d'études validées là-dessus. Non. Alors comment savoir si on a été mordu par une tique infestée ou pas? Il y a des signes quand même spécifiques, il n'y en a pas beaucoup. Les signes ne vont pas être immédiats. Déjà, il peut y avoir un érythème migrant qui se développe après la morsure de tique. Donc c'est une espèce d'auréole rouge qui va se développer autour de la piqûre. Mais pas forcément. On peut très bien avoir été contaminé sans avoir d'érythème migrant. Il n'est pas systématique. C'est pas systématique. Donc c'est ça qui fait la difficulté pour savoir si on est contaminé ou pas. Et puis deuxièmement, on va surtout développer des symptômes. Si au décours d'une piqûre de tique, on développe de la fièvre, alors par exemple une fièvre en plein été, suite à une piqûre d'insecte, c'est vrai que ça peut être suspect. On peut développer aussi des troubles neurologiques, des troubles divers et variés, sans parler de troubles à long terme. Là, on est sur dans l'immédiateté. C'est dans l'immédiateté. Vous, Sandrine, quand vous avez été piquée, vous avez eu des symptômes tout de suite, l'érythème migrant? C'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai été piquée, moi je montais beaucoup à cheval, donc c'est sûr qu'il y en a des tiques dans le milieu de l'équitation. Et je l'avais dans la tête. C'était il y a 20 ans, oui, donc c'était dans la tête, et dans la tête, on ne la sent pas forcément. Il faut vraiment qu'au shampoing, on se dise, tiens, il y a quelque chose dans ma tête, qu'est-ce que c'est que ça? Et le réflexe de l'époque, j'aurais plus aujourd'hui, mais c'est que j'ai mis mes doigts comme ça, et puis j'ai tiré dessus, en fait. Parce que vous ne voyez pas d'abord. Et la semaine d'après, j'ai eu presque 39 de fièvre, des nausées, des vertiges, ce que j'ai jamais. Donc il se passait bien quelque chose, mais de là à faire le rapprochement, c'est vrai que c'est ça qui est très difficile. Alors qu'aujourd'hui, on sait un peu plus, effectivement, on connaît un peu plus ces symptômes qui ressemblent un peu à un syndrome grippal. En ayant arraché une bestiole, mais même si on ne sait pas ce que c'est que la bestiole, c'est que là, moi j'étais avec une de mes amies qui dit, mais dis donc, une semaine après, ça ne serait pas suite à la bestiole que tu as arraché de ta tête. Mais je crois que c'était une tique, on le savait à peu près, mais il y a 20 ans, moi je ne me penchais pas trop sur le problème, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, est-ce que c'est pas ça? Et on est allé voir une dermato, la dermato a vu que le rostre, donc les fameuses là, était dans la tête. Il y avait un petit rond rouge autour, mais elle n'a pas insisté là-dessus. Et c'est surtout qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas, donc elle m'a envoyé voir un médecin. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? S'il y a l'érythème migrant ou s'il y a le syndrome grippal? L'érythème migrant, c'est après. C'est après la piqûre. Déjà, il faut enlever la tique. Ouais. Si on s'en aperçoit, il faut essayer de l'enlever. Donc ça se dévisse. Ça, on verra tout à l'heure le geste exact. Il faut essayer de l'enlever. Il faut déjà être informé parce que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux médias, etc., les gens sont beaucoup mieux informés qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne savait pas. Et puis aux associations. Le travail des associations est vraiment énorme. Et puis je pense qu'il y a réellement une prolifération de la maladie qui est liée probablement au réchauffement climatique et aux migrations de certaines espèces animales de l'Est vers l'Ouest, qui viennent des pays de l'Est. Et ensuite, donc une fois que, si on a des symptômes, effectivement, il faut traiter. Donc on met en place une antibiothérapie. On met en place un traitement anti-infectieux. Donc essentiellement, c'est des antibiotiques, effectivement. Pendant combien de temps à peu près? Personnellement, je fais 3 semaines pour être sûr, et je fais une double antibiothérapie pour être encore plus sûr. D'accord. Et il faut la démarrer le plus tôt possible. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des co-infections. Donc certains, la Borrelia simple peut être sensible à certains antibiotiques, mais les co-infections à d'autres. Alors justement, quelles peuvent être ces co-infections? Qu'est-ce que peut nous transmettre aussi une tique en dehors de cette bactérie? Pour les plus courantes, ça va être la babésia, la pyroplasmose du chien, ou l'anaplasmose, qui est l'Escherichia, donc c'est un nom un petit peu compliqué à dire, mais on en voit de plus en plus. En tout cas, les tests reviennent de plus en plus positifs. Donc là, il faut savoir que ce sont des parasites, donc le traitement, c'est surtout des antiparasitaires, et c'est extrêmement résistant. Et ça donne des troubles à peu près un peu spécifiques cliniquement, parce qu'à force, je commence à savoir, si c'est babésiose ou si c'est Lyme. Il faut quand même demander des tests pour avoir une confirmation. Aussi, alors après, il y a la Bartonella, mais beaucoup plus rare, on en voit beaucoup moins. Rickettsia, c'est par les oiseaux, donc... Parce qu'il faut comprendre que la tique, avant de vous contaminer l'homme, elle est allée elle-même se contaminer sur un animal, qui peut être un oiseau, qui peut être un cheval, un chevreuil, un animal de la forêt, un rat, pourquoi pas. Enfin, on veut dire, et récupérer différents parasites et donc elle a besoin d'avoir 3 hôtes pour pouvoir, avant d'arriver à l'homme. Enfin, l'homme, c'est le 3e hôte. D'accord. Bon, alors imaginons, on est passé à côté d'une contamination par cette bactérie parce que la tique était mal placée, où il n'y avait pas d'érythème migrant, pas de symptômes. Quelles peuvent être les conséquences pour notre santé si malheureusement on développe la maladie? Là, je parle
à long terme, en fait, de la forme chronique de cette maladie si on n'a pas pu mettre une antibiothérapie en place au moment voulu. Après, moi, je crois que c'est un petit peu mon cas. Si on peut en parler, c'est que ça va prendre des années. Moi, j'étais hospitalisée 2 fois à l'hôpital à Guéret pour une méningite parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais, ces maux de tête qui étaient atroces. Après, j'ai perdu mes jambes, j'arrivais plus à marcher. Je me rappelle, c'était en août 2013. Donc, pourquoi, moi qui ai fait 10 ans de compétition moto, pourquoi est-ce que d'un seul coup, mes jambes ne me portent pas? Donc, on va chercher. Mon petit garçon avait 5 ans, il me faisait des massages, ça faisait des paresthésies, je ne sentais plus. Je ne pouvais plus faire le sport que je faisais, donc il y a un problème. Donc des atteintes et là, neurologiques. On va commencer à chercher pourquoi ces gros maux de tête, pourquoi c'est là les palpitations cardiaques, je n'avais pas encore, mais pourquoi c'est tout ça. Et résultat, on va chercher. Donc moi, je me dis, tiens, ce sont mes chutes de moto. On a peut-être, à force d'avoir fait des chutes de moto, il s'est passé un truc. Donc on voit un premier neurologue, puis un deuxième, et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Puis on fait des premiers tests. Est-ce que c'est pas la sclérose en plaques, le VIH, le syndrome du Guillain-Barré? C'est comme ça que j'ai appris ce mot-là. Je dis, oh là là, syndrome du Guillain-Barré, quelle horreur. Est-ce que c'est ça? Donc bref, et là, on va commencer à chercher. Et c'est cette errance dans laquelle nous sommes, nous, tous les malades. Je crois qu'il y a plus de 70 symptômes qui ont pu être identifiés pour cette pathologie. Donc le diagnostic est quand même difficile à faire. Mais bien sûr. Il faut savoir qu'on l'appelle, dans certains milieux, la grande imitatrice. Donc en fait, ça peut imiter n'importe quelle maladie. Ouais. Donc il y a 2 sortes de grands symptômes. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, c'est-à-dire que il y a le Lyme aigu, la Borrelia aiguë avec les signes d'invasion. Ouais. Et après, il y a le passage secondaire à des symptômes qui vont devenir chroniques, qui vont s'installer. Et c'est là d'ailleurs que les médecins ne sont pas d'accord, parce que certains ne croient pas que ça puisse exister, alors qu'il y a beaucoup de malades qui errent de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, avec des tas de diagnostics, d'hypothèses diagnostiques. Par exemple, vous avez des articulations qui enflent, vous avez des douleurs articulaires, vous allez d'emblée aller voir un rhumatologue. Enfin, logiquement, vous allez voir votre généraliste, après le rhumatologue. Si vous avez des symptômes neurologiques comme a eu Sandrine, vous allez voir un neurologue. Et puis, on va vous faire des tests dans le sens de la neurologie. Et on ne va rien trouver. Exactement. C'est ça qui est très frustrant, c'est que vous avez des palpitations. Avant de parler des tests de diagnostic, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Corinne, qui est atteinte de la maladie de Lyme, une forme chronique, comme vous, même si effectivement elle n'est pas encore reconnue par la communauté scientifique. Et elle nous raconte combien ces symptômes sont invalidants au quotidien. C'est un reportage d'Agnès Grimaldi. Corinne vit dans un milieu agricole au contact fréquent des tiques, mais avant d'identifier la maladie de Lyme, elle en a, malgré elle, découvert les nombreux symptômes. Un syndrome grippal très important. Après, ça a été des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des névralgies, problèmes de mémoire, problèmes de concentration, problèmes pour marcher. Une liste non exhaustive donc, qui pose des problèmes pour diagnostiquer la maladie. Une longue période de flou qui a parfois de lourdes conséquences. J'ai été licenciée, parce qu'aujourd'hui, le moindre effort que je fais, je peux faire 2 pièces de ma maison. Au-delà, je suis fatiguée. Donc ça a été une perte financière, c'est sûr, mais une perte sociale aussi. Vous avez une invitation, vous évitez d'y aller parce que vous ne savez pas dans quel état vous allez être ce jour-là. L'importance de cette maladie est sous-évaluée en France. Elle peut se déclarer chez l'homme comme chez les animaux domestiques. Alors Sandrine, quand on vous voit, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que vous êtes malade et pourtant cette maladie a transformé votre vie en véritable cauchemar. C'est très insidieux en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on dit, ça ne se voit pas toujours, mais les fois où ça se voit, où je suis couchée 3 jours et je ne peux pas me lever, je ne peux plus rien faire. Donc en fait, on adapte un travail, un quotidien en fonction des moments où ça tient la route ou pas. Moi, j'ai fait 10 ans de compétition moto, c'est terminé, ça, je ne peux plus faire ça. Là, je joue du piano, je donne des cours de piano, c'est quand même important pour moi. J'ai rebondi sur ce travail-là parce que j'ai plus mon boulot d'avant. Mais il y a des fois, j'arrive pas à coordonner. Donc je vois la partition, je sais la jouer, mais je n'y arrive plus en fait. Parce que c'est ces atteintes c'est ça, je comprends pas. C'est pareil, les mots, j'ai mon enfant maintenant, il avait 5 ans, il en a 15 quand même. Et là, je lui dis qu'on va s'asseoir dans le canoë. Je dis, mais maman, c'est pas un canoë, c'est un canapé. Mais c'est tout le temps en fait. Et donc c'est assez pénible. Après, c'est les problèmes cardiaques. Quand c'est toute la nuit, c'est quand même assez flippant. Des palpitations. Tout ça. Ouais. Après, je suis tombée dans le métro il y a 15 jours. J'ai 50 ans, je vais pas tomber dans le métro. Parce que j'avais même une idée d'écrire, encore j'écris un petit peu des textes ou des morceaux de piano, mais je l'appelais lâcher la rampe en fait. Je voudrais juste lâcher la rampe, c'est-à-dire je voulais réussir à descendre le métro sans essayer d'être près d'une rampe en fait. C'est tous ces détails-là qui font que la vie devient difficile. Moi, la moto hier, je voyais flou
tout été flou, quoi. Donc je dis, mais c'est pas vrai, je suis avec ma moto, je suis sur le périph', je vois pas, quoi. Ce qui est très dangereux. Et aujourd'hui, là, j'ai mal aux yeux et ça me brûle, mais je vois pas flou. Donc c'est tout le temps un peu comme ça, c'est vivre avec tous les jours, voilà, mais c'est un handicap. Mais c'est tous les matins, on se lève, on se dit, bon, alors, ok, aujourd'hui, donc qu'est-ce qui va se passer, hein? Ça va évoluer comment, qu'est-ce que je vais faire? Et le pire, c'est d'avoir des rendez-vous de travail, on va dire, ou d'activité, et d'être obligé de les annuler. Moi, je continue quand même à prévoir des activités et des choses à faire. Je préfère annuler au dernier moment plutôt que de me dire non, ça c'est pas la peine que j'y aille parce que je sais très bien qu'il y a une chance sur deux que je sois pas capable d'y aller. Et ça c'est un problème aussi, excusez-moi de couper, mais c'est un problème de force de vie quelque part. Et moi, je ne veux pas que cette bestiole, ça fait déjà 20 ans que ça me prend la tête et que ça m'a mangé une partie de ma vie, je ne veux pas lui laisser encore le choix d'avancer comme ça. Je ne veux pas, quoi. Donc c'est un combat au quotidien. Permanent. Et je le ferai même aussi pour d'autres malades. Il y a des tests sanguins qui existent aujourd'hui qui permettent de rechercher les anticorps de la bactérie dans le sang, mais leur fiabilité fait l'objet de nombreuses controverses. Pourquoi? C'est justifié? Oui et non, je dirais. D'abord, on ne soigne pas des tests. Les gens ont des symptômes qui présentent la clinique est extrêmement importante. Après, donc, on va demander des tests, ce qui vont permettre de rassurer le patient en lui disant voilà, il y a un test qui est positif ou on ne trouve pas de test positif, et que ça rassure aussi le médecin quelque part. On dit voilà, j'ai pas fait fausse route en pensant à ça. Donc le test le plus commun, c'est le test ELISA. Alors, on dit qu'il manque de fiabilité. Non, il ne manque pas de fiabilité. Mais il n'a de valeur que s'il est positif. S'il n'est pas positif, il n'a pas de valeur. Vous voyez ? En fait, le test ELISA va dépister 2 souches. On peut le pousser en faisant un Western blot. Alors, la plupart des laboratoires ne font pas des Western blots complets. C'est-à-dire qu'il faudrait doser les IgM. C'est un peu technique, mais les IgM, ça va montrer les infections plus récentes, ou des IgG qui vont montrer des traces d'infections anciennes. D'accord. Il faudrait doser ça sur 18 protéines. Donc la plupart des laboratoires de ville font 5-6 protéines. Donc il faut aller dans des laboratoires qui sont habitués à faire ce genre de test. Et pareil, si on voit qu'il y a des traces de contact, de contamination, dans l'enquête, c'est un facteur de plus. Et puis on va demander également des tests sur les co-infections. Donc la babésia, l'anaplasmose, etc., la bartonella, enfin voilà, on demande tout ça. Et après, une fois s'il y a des tests qui sont positifs et que les symptômes sont en rapport avec les tests, on peut entreprendre peut-être d'aider les gens en leur proposant quoi? Et si les tests sont négatifs mais qu'il y a des symptômes? Alors si les tests sont négatifs et des symptômes, on peut proposer, étant donné qu'il n'y a pas une fiabilité à 100%, on peut proposer des tests thérapeutiques, c'est-à-dire de faire pendant 1 mois de traitement et voir ce qui se passe, voir si ça améliore les symptômes ou si ça ne les améliore pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. On donne certains antibiotiques. Moi, je traite au début par les antibiotiques, mais étant donné que c'est une maladie infectieuse, mais on peut aussi traiter par d'autres antibiotiques bactériens, qui peuvent être les plantes, les huiles essentielles, sachant que ça sera un peu moins efficace. Enfin, ça dépendra des dosages, bien sûr. Parce que, en fait, vous le disiez tout à l'heure, la forme chronique de cette maladie n'est pas vraiment reconnue aujourd'hui n'est pas reconnue en France par le corps médical. Alors, il y a la Haute Autorité de Santé qui parle pudiquement d'un syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique, mais au niveau du traitement, il n'y a pas de consensus. Donc, c'est des patients qui se retrouvent en errance médicale, allant d'un médecin à l'autre. Ça a été un peu votre cas, Sandrine, c'est ce que vous décriviez. Récemment, mais moi, je fais vraiment confiance et puis je tire mon chapeau et aux associations comme France Lyme et aussi aux Doc Lyme, qu'on appelle, nous, dans notre milieu de malades. Ce sont les Doc Lyme. Et il faut c'est des médecins qui s'y intéressent, qui vont aller plus loin que... Il y en a de moins en moins, où ils partent à la retraite, où ils sont un peu inquiétés. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est difficile. Et les associations, normalement, nous dirigent vers des médecins qui vont accepter de nous écouter déjà. Et donc la prise en charge d'une forme chronique, ça va être plutôt des traitements séquentiels, c'est ce que vous disiez, donc antibiotiques, parasites. On va essayer déjà de faire appel à l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir. C'est pour ça que je trouve moi ça très intéressant. Donc ça va être des traitements conventionnels par antibiothérapie, mais il faut aussi souligner l'importance des défenses immunitaires. Donc stimuler les défenses immunitaires pour que le corps puisse combattre la maladie. Donc bien sûr par l'alimentation, par certains compléments nutritionnels, par une psychothérapie éventuellement de soutien, parce qu'il faut voir que beaucoup de patients qui ont fait le tour de tous les spécialistes, et il faut voir le coût social d'ailleurs de tous ces spécialistes. Quand vous faites des IRM, des ponctions lombaires, des hospitalisations, etc., il y a un coût qui est très important pour aboutir à rien la plupart du temps. Ils sont souvent catalogués
de fibromyalgiques, hein, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, et finalement, comme c'est des syndromes polymorphes qui peuvent ressembler à la fibromyalgie, finalement, c'est assez pratique de les mettre là. On les oriente chez des psychiatres ou des psychothérapeutes. Il y a beaucoup d'enfants qu'on envoie en psychiatrie. Ceci dit, on comprend très bien qu'en étant comme ça, on finisse par devenir un peu déprimé. Hein, donc finalement, vous voyez. Il y avait une étude qui était sortie avec France Lam, les malades comme nous, on a en moyenne 320 € par mois de compléments alimentaires, de soutien du système immunitaire. En fait, ça c'est une notion très importante. Il y a les traitements, les antiparasitaires, les antibiotiques, etc. Et tout le soutien du système immunitaire, parce que cette bactérie, en fait, dérègle complètement votre immunité. En fait, si la maladie se développe, comme pour toute maladie, que ce soit un cancer ou autre chose, si la maladie peut se développer, c'est qu'à un moment donné, l'organisme a baissé la garde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les défenses immunitaires sont... C'est pour ça que tout le monde ne développe pas la maladie. J'allais vous poser la question, pourquoi certains la développent et pourquoi d'autres ne la développent pas? C'est pour toutes les maladies pareilles. Et puis après, il y a une question aussi de... Il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles que d'autres, c'est toujours pareil. Mais la clé, effectivement, c'est... En tout cas, la prévention, on va en parler. Bien sûr, et nous, médecins, qu'est-ce qu'on fait si on n'aide pas les patients? C'est de la non-assistance à personne en danger, quelque part. Donc, donc on est bien obligé de les aider, de s'y intéresser, et puis de lire, d'étudier, de voir ce qui se fait, de voir les résultats qu'on pourra avoir. En attendant que la science nous en apprenne un peu plus sur cette maladie et qu'il y ait moins de patients en errance médicale, mieux vaut éviter de se faire piquer. Alors, quels sont les lieux où on a le plus de risque d'être mordu par une tique, on le disait, les genêts, les fougères, les sous-bois, Oui, puis les arbres surtout. Les arbres, ça tombe aussi du haut. Moi, c'était dans la tête. Ah oui, il y a beaucoup qui tombent aussi sur la tête et tout ça. Bon, les fougères, c'est sûr. Après, c'est dans les parcs. C'est dans les parcs. C'est que maintenant, dans toute la France, il y a aussi bien des personnes qui sont contaminées en Bretagne, donc c'est l'ouest du pays, que dans les jardins parisiens. Dans les parcs qu'il y a autour de Paris, il y a que ce soit le parc de Saint-Cloud, que ce soit la forêt de Compiègne. Donc ne pas s'allonger sur l'herbe. Et surtout, après, il faut s'inspecter. Il faut regarder si on n'a pas... alors, sans tomber dans la psychose, mais si on trouve un truc bizarre accroché à la peau, il faut y penser, surtout dans les endroits qui sont souvent les plis de flexion, les endroits un peu chauds du corps. Oui, parce que les endroits préférés des tiques, regardez, on vous a fait une belle infographie, derrière les oreilles, à la base du cou, sur la poitrine, sous les bras, dans le nombril, dans le pli du coude, autour des organes génitaux, entre les doigts, dans les plis du genou, entre les orteils, là où c'est un peu chaud et humide en fait. Alors, justement, avant de faire une balade en forêt ou dans la campagne ou même dans son jardin, quels sont les bons réflexes à avoir? Je propose de regarder le clip de prévention contre les tiques réalisé par l'association L'Impact. Regardez. Les premiers beaux jours, la nature nous attend, les tiques aussi. Elles sont très petites, on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais elles peuvent transmettre des virus, des parasites et des bactéries susceptibles de provoquer des infections potentiellement graves, comme la maladie de Lyme. Pour se protéger, c'est très simple, 3x3, 9 bonnes pratiques. Avant de sortir dans la nature, s'équiper de préférence de vêtements longs et clairs, de chaussures fermées et d'un chapeau. Glisser le bas du pantalon dans les chaussettes. Utiliser un répulsif en respectant les indications notées sur le produit. Se munir d'une paire de tire-tiques. Pendant la sortie, rester au centre des chemins et sentiers. Éviter les broussailles, les fougères et les hautes herbes. Ne pas s'asseoir ou s'allonger directement sur le sol. Utiliser un grand tissu clair pour les pique-niques. Vérifier régulièrement l'absence de tiques sur soi. Et de retour chez soi, examiner soigneusement l'ensemble de son corps pour vérifier qu'aucune tique ne s'est fixée. Renouveler cet examen le lendemain. En cas de piqûre, retirez la tique sans attendre, à l'aide d'un tire-tique. Surveillez le point de piqûre pendant plusieurs semaines et l'apparition d'éventuels symptômes. Rougeur persistante, symptômes grippaux, fatigue inhabituelle, consultez un médecin le cas échéant. Il est très important d'examiner l'ensemble de son corps pour vérifier qu'aucune tique ne s'est fixée. Alors avant de terminer cette émission, j'aimerais bien qu'on revienne juste sur le geste précis à faire quand on découvre une tique, sur son bras ou sur celui de son enfant, à part de ne pas paniquer. Donc voilà, en fait, on dévisse, c'est ça, avec un tire-tique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Surtout ne pas utiliser des terres, comme vous pouvez faire autrefois. Ne pas l'agresser. Et juste une dernière question, est-ce que si on est contaminé par cette bactérie, est-ce qu'on peut la transmettre ? Vous voulez dire comme ça ou sexuellement? Oui, est-ce qu'on peut la transmettre par les voies sexuelles, il y a deux sortes de transmission. Alors la voie sexuelle, en théorie, elle existe, mais elle est relativement... il y a très peu de risques. Voie sanguine? Voilà.
par voie sanguine, oui, mais il faudrait qu'il y ait un rapport. Bien avec, sûr, ouais. Par contre, in utero, oui. Oui, certainement. Il y a un certainement. passage in utero. Une mère contaminée peut le transmettre à son enfant. D'accord. Alors, pas forcément à tous les coups. Hein. Pareil, ça dépendra des défenses immunitaires de l'enfant. Mais donc attention. Attention, si une maman a une maladie de Lyme et que son enfant présente des symptômes à 2-3 ans, par exemple retard scolaire, douleur articulaire inexpliquée, maux de tête, boiterie, enfin, etc., il faut y penser. Il faut y penser, d'accord. Merci beaucoup. J'aimerais bien conclure cette émission avec un extrait du clip que vous avez réalisé, Sandrine, et produit avec France Lyme et Christian Gesselman, je prononce bien son nom, Gesselman, voilà, qui s'appelle Urgence Lyme. Regardez. Okay, c'est un petit extrait. Merci. Voilà un clip très émouvant pour lequel vous avez réuni beaucoup de personnalités. Et c'est mon petit garçon. Mais oui, c'est votre petit garçon. Et c'est vous qui avez écrit la musique un jour où vous étiez en grande souffrance. Donc un grand merci à tous les deux. Juste un dernier message à faire passer. La maladie de Lyme, il faut y penser, hein, qu'on soit médecin, patient. Voilà, ça c'est très important. C'est le premier geste important, c'est d'y penser. C'est le premier réflexe à avoir. Quand on galère un peu au niveau diagnostic. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.